Je vous propose de commencer avec quelques mots d'introduction. Voilà, ça fera venir les retardataires. Mais écoutez, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire sur comment réaliser ma demande de solde. Alors, juste un petit mot d'introduction pour vous dire que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible en replay sur notre site Internet. Donc voilà, pour les personnes qui ne souhaiteraient pas être à l'écran, si vous voulez couper vos caméras, voilà, je me permets de vous prévenir que c'est enregistré. Donc, je me présente pour les personnes qui pourraient ne pas me connaître. Émilie Destin, je suis la chef de service du programme Interreg France-Suisse à la région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Donc, pourquoi ce webinaire? Parce que en cette année 2023, on est donc en année de clôture du programme 2014-2020. On est sur une année à cheval entre deux programmes puisque le nouveau programme 21-27 a déjà commencé. Et donc, si vous êtes là aujourd'hui, vous avez été invité parce que votre projet vient de s'achever ou est encore en cours pour certains, mais en tout cas, vous avez tous le 30 juin comme date limite pour faire remonter votre demande de solde au secrétariat conjoint. Voilà, donc comme toute année de clôture qui se respecte sur un programme européen, on craint évidemment un embouteillage de fin d'année. Donc, notre but aujourd'hui, c'est vraiment que tous les porteurs de projets puissent être traités de manière équitable, que vous puissiez tous bénéficier du même traitement de dossier, c'est-à-dire de demandes de pièces complémentaires de la part de notre prestataire Cap Europe ou de nous-mêmes en interne. Et pour cela, il faut qu'on trouve des solutions pour fluidifier un petit peu le trafic en cette dernière année. Donc, l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous aider à préparer au mieux votre demande de solde. Pour que, évidemment, on puisse gagner du temps aussi sur le contrôle de premier niveau et puis que vous puissiez tous être payés, bien sûr, en temps et en heure. Voilà. Donc, toute l'équipe du secrétariat conjoint est avec moi cet après-midi. S'il y a un message qu'on peut vous faire passer, voilà, c'est vraiment d'essayer de vous encourager à envoyer votre demande de solde le plus tôt possible. Voilà, dans la mesure du possible, bien sûr, mais disons que plus on va la recevoir tôt cette année, plus on aura le temps de bien la traiter avant le rush de fin d'année. Voilà. Alors, sur l'organisation de la séance d'aujourd'hui, il va donc y avoir une présentation en 3 temps. Donc, pour chacun de ces temps, donc une chargée de mission du secrétariat conjoint Interreg vous fera une présentation. Je vous invite à pas forcément réagir pendant la présentation, mais à la fin de chaque séquence, il y aura un temps d'échange qui sera ouvert, bien sûr, pour que vous puissiez poser vos questions. On va essayer d'avoir une petite discipline collective. On est à peu près 35 personnes. Voilà, ce qui nous a permis de faire en mode visio normal et pas en mode webinaire, ce qui est une très bonne chose, qui va vraiment vous permettre de pouvoir échanger avec l'équipe. Je vous invite donc à utiliser le petit lever la main que vous connaissez, je pense, sur Teams, qui est tout en haut dans la barre au-dessus. Voilà, lever la main, ce qui nous permettra d'identifier les personnes qui souhaitent parler et puis qu'on puisse distribuer la parole. Voilà, que chacun puisse avoir son temps. Voilà. Eh bien, écoutez, juste 2-3 petits mots pour vous dire que donc là, on va parler bien évidemment des règles de gestion du programme 14-20, puisqu'il s'agit bien de solder les projets de ce programme-là. Il y a eu pas mal d'évolutions sur le nouveau programme 21-27, dont certaines belles simplifications, notamment les frais de déplacement et d'hébergement qui ont disparu et qui sont maintenant sous forme de forfait. Donc, plus aucun justificatif à fournir. Voilà, autant de choses dont on pourra vous reparler lors de webinaires à venir, puisque c'est un rendez-vous qu'on va systématiser aussi sur le programme 21-27 tout au long de la vie des projets pour vous accompagner au mieux voilà, tout au long de ces programmes. Eh bien, je vous laisse maintenant dans les mains de Marie-Lou pour commencer cette séance. Bonjour. Donc oui, Marie-Lou Lefebvre, instructrice du programme Interreg, donc en charge des paiements du 14-20 et donc des soldes dans ce cas-là. Pour commencer, voilà un petit rappel général, hein, c'est bien la convention que vous avez passée pour vos projets et les différents avenants, donc par exemple les avenants pour prolongation, hein, qui sont les documents de référence sur lesquels on va s'appuyer pour traiter vos demandes de paiement. Voilà, notez que le versement de la subvention est donc bien conditionné au respect des engagements que vous avez pris dans la convention et dans les différentes annexes. Voilà. Ensuite,
Capucine, tu peux changer de slide, nickel. Alors, donc, un petit rappel des pièces à fournir pour la demande de solde. Donc, lorsque vous remontez votre solde, vous avez différentes pièces à nous envoyer, à nous, le secrétariat conjoint. Donc, d'abord, je vais commencer par l'attestation d'acquittement de dépenses, donc finale, qui devra être signée par le commissaire aux comptes ou les comptables publics, selon le type de structure concernée. Donc voilà, donc quand vous remplissez votre attestation d'acquittement de dépenses, pour ceux qui n'ont jamais fait de remontée de dépenses, vous pouvez après, à chaque dépense que vous ajoutez, mettre les pièces justificatives qui correspondent à la dépense. On reviendra dessus plus tard, ma collègue en parlera plus en détail. Il y a évidemment un guide de remontée de dépenses de Synergie qui est disponible aussi sur notre site internet que vous pourrez, qu'on vous donnera plus tard également. Ensuite, il faut que vous nous fournissiez le rapport d'avancement donc final qui devrait être co-signé par les chefs de file français et suisses. Idem, on fera un focus sur ce rapport d'avancement dans les prochaines slides pour expliquer plus en détail les différentes rubriques qui seront à remplir dans ce rapport. Vous devrez également nous fournir l'ensemble des livrables qui ont été donc conventionnés. Et puis un point important, il faut bien nous fournir aussi, si vous avez eu des cofinancements dans le cadre du projet, il faudra impérativement les renseigner. Donc ça veut dire nous apporter les preuves de versement de ces cofinancements, donc les relevés bancaires ou les états récapitulatifs qui font apparaître le versement détaillé de chaque cofinanceur et la date de versement. Et surtout, il faudra bien penser à renseigner le versement de ce cofinancement sur la plateforme Synergie CTE dans les paiements reçus dans le sommaire de Synergie. Voilà, donc maintenant, comme je vous l'ai dit précédemment, on va se concentrer sur les éléments du rapport d'avancement final. Il est généré depuis la plateforme Synergie et donc vous pouvez le compléter sur Synergie rubrique par rubrique. Donc, il faut bien penser, il y a une chose à laquelle il faut bien penser, c'est que il faut indiquer sur Synergie qu'il s'agit du rapport final. Donc, parce que les rubriques à compléter dans ce rapport-là ne sont pas les mêmes que dans les rapports intermédiaires que vous avez pu remplir avant. Le rapport final est plus détaillé et donc c'est pour ça qu'il faut bien nous préciser que c'est celui-là, quoi. Donc, le rapport final, c'est en gros votre dernière opportunité dans le cadre de votre projet, de parler des réalisations concrètes. Donc, n'hésitez pas à surtout bien les détailler, aller dans le fond des choses, nous expliquer les retombées des différents livrables réalisés dans le cadre du projet. C'est également dans ce rapport final que vous devrez justifier des écarts de réalisation des différents postes de dépenses par rapport à ce qui avait été conventionné. Si vous avez sur- ou sous-réalisé des postes de dépenses, vous avez l'opportunité de le justifier et ça, ce sera dans la section, dans le grand 2, avancement du projet, et dans la section 3, conformité aux objectifs fixés. C'est là qu'il faudra bien justifier pourquoi vous avez sur- ou sous-réalisé un poste de dépense en particulier. Ensuite, dans le rapport d'avancement, il y a aussi toute une partie sur les obligations de communication. Donc, il faut bien détailler les actions mises en place, entre autres, donc le fait que vous avez bien affiché la fameuse affiche A3 qui parle de la subvention à laquelle vous avez eu droit grâce à Interreg, qui est censée être affichée dans vos locaux. Donc voilà, nous donner aussi, si vous avez une page web dédiée au projet ou toutes les actions de communication qui ont été mises en place. Ensuite, un autre point qui mérite une attention particulière pour le solde du projet, ce sont les priorités transversales, donc, qui sont l'égalité femmes-hommes, le développement durable, l'égalité des chances et le principe de non-discrimination. Dans le cadre de votre rapport final, il faudra bien détailler, autant que faire se peut en tout cas, que vous avez accordé une attention particulière à ces points et que vous les avez pris en compte tout au long de la réalisation de l'opération. Et puis, le dernier point important dans le rapport final, ça va être les indicateurs de réalisation. Donc, il faudra bien que vous expliquiez que vous avez atteint les indicateurs qui ont été conventionnés et que en fait, vous devez démontrer la conformité du projet avec les objectifs du programme Interreg. Donc, voilà, on a fait un petit focus, on vous enverra le diapo, enfin vous y aurez accès. Et donc, il y a un lien sur le guide des indicateurs pour rappel, si jamais vous ne savez plus exactement les pièces justificatives à fournir pour attester de la réalisation de ces indicateurs.
en sachant qu'ils ont été conventionnés selon l'axe et l'objectif spécifique dans lequel s'inscrit votre projet. Voilà pour le rapport final. Donc maintenant, on va vous décrire rapidement voilà, comment se passe le paiement, le déroulement en fait, du paiement, le circuit de la dépense, donc comment nous, on traite votre paiement. Donc, une fois que vous nous avez envoyé les pièces justificatives dont je vous ai parlé précédemment, donc l'attestation d'acquittement de dépenses, le rapport final, les livrables, etc. Donc nous, le secrétariat conjoint, on va vérifier que les dépenses sont bien éligibles dans le cadre du programme. Et ça se fait grâce au CSF, donc contrôle de service fait. Donc, on va vérifier que vous nous avez bien transmis toutes les pièces justificatives nécessaires. Suite à ça, vous aurez 15 jours de phase contradictoire pour vérifier que vous êtes d'accord avec les conclusions qui ont été faites, qui ont été apportées dans le cadre du CSF. Une fois que ces 15 jours sont passés ou que vous nous avez validé cette phase contradictoire, puisque plus tôt vous la validez, plus tôt on continue le processus de paiement. Donc, une fois que vous nous avez validé cette phase contradictoire, nous, on a différentes étapes de contrôle et de supervision en interne, voilà, encore pour vérifier quelques points sur les dépenses et sur la remontée de dépenses. Et puis, suite à ça, on transmet donc l'ensemble des éléments et des pièces justificatives nécessaires à l'AD des FIP, donc de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui va aussi, elle, opérer certains contrôles, superviser voilà, les dépenses, superviser votre remontée de dépenses. Et une fois que toutes ces étapes de contrôle sont faites, vous recevrez le versement. Donc, c'est le chef de file qui reçoit la subvention et qui est chargé donc de la redistribuer à ses partenaires. Et ensuite, chacun doit bien indiquer la réception du paiement dans la plateforme Synergie pour que nous, on soit au courant que vous avez bien reçu donc, ce paiement. Voilà pour le circuit de la dépense. Je crois qu'il y a une intervention, non? Petite intervention, on coupe en... Non, je continue. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette section-là? C'est le moment de poser des questions. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la étape suivante. Il y a quelqu'un. Madame Huyard. Oui, allez-y, Oui. dites-nous. C'est bon. En fait, je pense que j'avais déjà soulevé le problème. Moi, je suis une petite entité, on n'a pas de commissaire aux comptes, on n'a pas de comptable public. Et donc, en fait, il avait été convenu que l'attestation d'acquittement devait être réalisée avec tous les justificatifs pour pouvoir pallier justement à ce manque entre guillemets Oui. de commissaire aux comptes. Est-ce que c'est toujours valable ça? Oui, c'est ça, absolument. Si votre attestation d'acquittement de dépenses ne peut pas être signée par un commissaire aux comptes, il faut bien que vous nous fournissiez tous les justificatifs, tous les relevés bancaires qui recensent l'ensemble des dépenses. C'est ça. Ok, parfait. Merci beaucoup. On a une deuxième question. Bonjour, Carlos Caracedo, région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Je me permets de revenir sur les attestations d'acquittement de dépenses. On est bien d'accord qu'en fait, les attestations d'acquittement de dépenses doivent être fournies dernier délai, fin juin. C'est ça, oui. C'est maximum le 30 juin. Vous devez remonter vos dépenses vraiment au maximum pour le 30 juin. Après, on n'acceptera plus les attestations et les justificatifs après cette date, pour nous laisser justement le temps de pouvoir les traiter correctement. Oui, je suis bien conscient de cette difficulté, mais ça, nous, on est dans le cadre d'un projet qui a été programmé très, très tardivement, et en fait, on a des délais extrêmement courts pour tout faire, et je ne suis pas... les partenaires du projet sont informés du fait que les délais sont extrêmement courts. Et on en a un qui a eu des difficultés régulières avec son comptable public, qui refusait de signer l'attestation d'acquittement de dépenses, puisqu'il refusait d'attester en fait des frais de bureau et de services et de frais administratifs
parce qu'en fait, il n'était pas capable de reconstituer la piste comptable, et en effet, c'est un forfait, et qu'il considérait que ce n'était pas à lui de justifier de ces dépenses, puisqu'elles n'existaient pas concrètement. Et le problème se reproduit régulièrement à chaque remontée de dépenses, et donc les délais de validation du comptable public sont extrêmement longs pour ce partenaire. Donc voilà, je voulais seulement vous en avertir. Les personnes qui suivent ce projet auprès du secrétariat conjoint sont au courant de ces difficultés, mais on va tout faire pour avoir cette attestation d'acquittement de dépenses. Le seul problème, c'est que c'est le partenaire qui représente à lui tout seul 70% du budget du projet. Donc voilà, je vous le dis. Bien, d'accord. Ce serait oui, mieux de parler de faire cette récapitulative à instructrice qui est en charge de votre projet, pour qu'elle soit au courant de situation, voilà. Mais... Alors, je ne sais pas s'il y aura cette difficulté, mais c'est répété à chaque fois. Hein. Le comptable public considère qu'il n'a pas en fait à attester des dépenses de bureau et des frais administratifs. Donc, à chaque fois, ça donne lieu en fait à des échanges très compliqués entre le partenaire et son comptable public, avant d'aboutir à une signature difficile à obtenir. Voilà. Oui, alors après, oui, c'est un peu, enfin, je me permets, mais c'est un peu dommage parce que les 15% de frais administratifs, il n'y a absolument aucun justificatif à fournir, donc c'est assez. Oui, mais le comptable public c'est ça qui est- considère. Voilà, mais Ouais. le Oui, comptable je public comprends bien, je comprends bien, considère qu'il n'est là que pour attester des dépenses réellement tout à fait. acquittées et dépensées, et celles-ci ne l'ont pas été puisqu'il n'a pas de piste comptable pour Ouais. l'attester. Et donc, du coup, en fait, on tourne en boucle avec lui à chaque fois. Voilà. Je fais pour enlever ça. C'est tout. Merci. Bien. Merci. Il y a une autre question. Monsieur Gaudière. On ne vous entend pas, je crois que votre micro est coupé. Vous m'entendez mieux? Oui. Parfait. Bonjour à tous. Oui, petite question sur les attestations de dépenses également. On est une petite association pas très habituée au projet Interreg. Notre commissaire aux comptes, encore moins. Donc l'expérience a montré que c'est extrêmement difficile d'obtenir des documents de sa part et pas simplement sur les projets Interreg. Par contre, on a un expert comptable lui, qui est beaucoup plus dimensionné, beaucoup plus rodé à ce genre de choses. Est-ce que les attestations de dépenses ne pourraient pas être faites ou justifiées par un expert comptable? Non, ça n'est plus possible. Là. C'est vraiment là maintenant, ça c'est vraiment refusé. Il faut vraiment la signature ou du commissaire aux comptes ou les relevés bancaires si vous n'avez pas la signature du commissaire aux comptes. C'est vraiment indispensable. On peut pas contourner ce genre de procédure. Ça n'est plus possible. Hein. Donc voilà, ou relevés bancaires. Si vous avez les relevés bancaires, voilà, ce sera bon. On a évidemment tous les relevés bancaires, toutes les traces de nos mouvements et de nos dépenses. Ça, c'est pas une difficulté. Donc, on pourrait se servir de ça pour gagner en activité. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est possible. Ok, je vous remercie. Et il y a encore une question. Est-ce que vous pourriez juste peut-être dire pour quel projet vous êtes venu cet après-midi? Voilà, juste au moment où vous prenez la parole. Merci. Oui, je suis venu pour le projet Accélérels. D'accord. D'accélération innovation en santé. Oui, bonjour. Madame Nina, je peux prendre la parole? Oui, bien sûr, Madame Alvin. Oui, bonjour Anaïs Alvin à l'Aglo d'Annemasse, avec ma collègue Clémence Fiagre. On est là pour le projet Tesla. J'ai une petite question concernant l'attestation d'acquittement des dépenses. Comme il est présenté sur Synergie, nous, notre trésorier public ne souhaite pas le signer parce que pour lui, il manque des éléments, des références, à savoir par exemple le numéro de bordereau. Est-ce que nous pouvons produire notre propre attestation d'acquittement des dépenses ou est-ce qu'il faut qu'il suive le formalisme présenté sur Synergie? Alors, pour nous, c'est important qu'on ait l'attestation d'acquittement des dépenses qui est issue de la Synergie CTO. Si votre commissaire ne veut pas signer ça, vous pouvez faire, on a eu le cas pour certains porteurs, ils ont fait un document à côté où ils expliquent en détail pour le commissaire au compte et qu'il soit signé aussi. Mais il faut que les deux documents soient signés par le commissaire au compte.
Ok, je vous remercie. Mais il faut obligatoirement la signature d'un commissaire aux comptes ou celle d'un trésorier public? Ça dépend de la nature de votre structure, oui. Ça, soit commissaire aux comptes, soit comptable au public, pas expert comptable en tout cas. Voilà. Oui, ok, très bien, super, merci. Je vous en prie. Je pense que c'est fini avec les questions. On va partir à l'étape suivante. Donc, que vérifie-t-on lors du contrôle de service fait? On va vérifier la fiabilité et l'éligibilité des dépenses déclarées. Donc, il faut évidemment que les dépenses que vous présentez fassent référence au projet, hein, soit concernent le projet pour lequel vous déposez votre attestation. Il faut que les dépenses aient été engagées dans les dates du projet, bien évidemment. On va vérifier aussi le respect de la commande publique. Alors, on la vérifie pour chaque dépense qui est présentée à chaque remontée de dépenses, chaque fois qu'il y a besoin d'avoir mis en jeu la commande publique. Enfin, on va vérifier ça. On va vérifier la comptabilité séparée, c'est-à-dire qu'au maximum, au solde, si vous ne l'avez pas fourni avant, on va vous demander de fournir le code comptable, le code de votre comptabilité analytique ou le code comptable que vous avez mis en place, le code comptable qui concerne le projet. On va regarder évidemment la publicité, si vous avez bien réalisé la publicité qui vous a été demandée sur le projet. Et si vous avez bien remonté toutes vos livrables de communication. Et on va regarder aussi s'il n'y a pas de double financement, c'est-à-dire si on va vous demander une attestation, voir si vous n'avez pas présenté vos dépenses sur le projet ou dans le cadre les mêmes dépenses dans le cadre d'un autre projet. On va regarder aussi votre statut TVA, si vous êtes hors taxe ou TTC, pour voir comment on prend les dépenses. À ce propos, les dépenses de déplacement, même si si les notes de frais de vos salariés vous les remboursez en TTC, on prendra, si vous avez le statut TVA hors taxe, on prendra ces dépenses en hors taxe, bien évidemment. On vous demande de ne pas déposer de dépenses en devises étrangères parce que ça perturbe énormément Synergie. Le taux de change change à chaque document. Donc, il faut vraiment déposer votre dépense en euros. Mais je crois que de toute façon, c'est bloqué sur Synergie. Vous ne pouvez pas déclarer votre dépense autrement qu'en euros. Donc, voilà. Et du coup, l'attestation d'acquittement de dépenses, enfin vos dépenses, les dépenses que vous allez remonter, vont être vérifiées soit en interne par le secrétariat conjoint, soit par notre prestataire, le cabinet Cap Europe, qui pour l'instant a traité la majorité des remontées de dépenses des porteurs. Alors, le calcul du solde, en fait, on ne va pas prendre que le FEDER au regard des dépenses présentées. Le calcul du solde est un peu plus compliqué. On va prendre en compte le taux d'autofinancement qui a été conventionné et qu'on va reporter sur vos dépenses effectivement déclarées, réglées. On va regarder les cofinancements que vous avez réellement perçus. Et on va bien évidemment prendre en compte le montant des dépenses qui ont été certifiées par Cap Europe ou en interne par le secrétariat conjoint. Donc, on va faire tous ces calculs. On va retirer du montant de FEDER calculé, on va retirer ce qu'on vous a déjà versé et ensuite, donc, on va vous verser le solde. Donc, ça peut ne pas correspondre effectivement au FEDER que vous auriez pu toucher au regard de vos dépenses déposées sur le solde. Alors, quelques principes généraux pour l'éligibilité des dépenses. Les postes de dépenses non conventionnés ne peuvent pas faire l'objet d'une remontée de dépenses, bien évidemment. C'est-à-dire que si, par exemple, vous n'avez pas de dépenses d'équipement de déclarer dans votre convention, enfin de conventionner, vous ne pourrez pas déclarer une dépense d'équipement. Si vous la déclarez, on va vous la refuser. La nature des dépenses présentées doit correspondre à celle inscrite dans la convention, bien évidemment, ou dans l'avenant, s'il y a eu un avenant qui a été signé, un ou plusieurs avenants.
Si ça n'est pas précisé dans la convention, on va regarder l'annexe 2 que vous avez présenté au dépôt du projet et voir si on a, parce qu'en général l'annexe 2 est quand même assez détaillée, donc on va voir si la dépense rentre dans l'annexe 2. Si ça ne rentre pas dans l'annexe 2 et pas dans la convention, voilà, on vous refusera la dépense. Alors, le principe de fongibilité des dépenses, vous avez droit à 20% en plus du montant conventionné sur chacun des postes de dépenses. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez très bien, vous pouvez déclarer, par exemple, votre poste de dépenses de personnel à hauteur de 120%, à condition, bien évidemment, que d'autres postes soient en sous-réalisation et puissent voilà, venir compenser. Bien évidemment, on ne vous versera pas plus que le FEDER conventionné. C'est-à-dire que si vous êtes en surréalisation, de toute façon, le FEDER versé sera le FEDER conventionné au maximum. Alors, sur les dépenses, donc il faut que sur le projet, sur la facture ou le bon de commande, on puisse voir le lien direct avec l'opération, c'est-à-dire que dans l'idéal, avoir le nom du projet sur la facture ou le bon de commande. Bon, si on l'a pas, qu'on puisse avoir un faisceau d'indices retrouvés éventuellement la possibilité de la dépense dans le cadre du projet. Hein, voilà, si c'est une facture qui présente une dépense qui est complètement, qui sort complètement de l'opération, bien évidemment, on va la refuser. Alors, le respect des dates d'éligibilité, les dépenses doivent avoir été engagées dans les dates du projet, c'est-à-dire dans les dates qui sont indiquées dans la convention. Une dépense qui aurait été engagée après ne sera pas prise en compte. Et on va regarder la preuve de la réalité de la dépense et la preuve de l'acquittement de la dépense, c'est-à-dire que la dépense doit avoir été engagée et réalisée et payée, elle doit concerner le projet et elle doit avoir été acquittée, pour le projet. Je ne sais pas s'il y a des questions. Mais c'est la fin de la deuxième partie, du coup, si vous avez des questions concernant ces parties-là, c'est le moment de poser les questions. Bon, j'ai été trop claire. Oui, s'il n'y a pas de questions, je vais passer au point suivant. Je me présente, je suis Madeleine Revenko, chargée des missions au service Interreg. Pareil comme ma collègue Marie-Lou, je fais plus des paiements, donc les soldes. Alors, le but de ces parties-là, c'est pas vous rappeler les pièces que vous devez fournir au moment de votre demande de solde, mais c'est vraiment de vous donner des petits conseils qui vous aidera à faire votre demande de solde sagement et rapidement. On va commencer avec les dépenses des personnels. Pour rappel, vous allez trouver toute la liste des dépenses des pièces à fournir à votre demande de solde avec les dépenses des personnels sur notre site. Il est important que vous ayez souvent sur notre site parce que chaque fois qu'il y a une actualisation des procédures, on met à jour les documents que vous avez besoin pour la demande de solde. En ce qui concerne les dépenses de personnel, on rappelle, ça concerne uniquement les dépenses directes des personnels internes de la structure bénéficiaire, plus précisément les postes de dépenses qui ont été conventionnés dans votre annexe 2. Également, il faut bien prendre en compte de récupérer la dernière version du tableau Excel des remontées des dépenses qui est présent sur notre site. Je vais demander à ma collègue Capucine de partager ce tableau. En fait, ce tableau a été fait par nos services juridiques pour vous faciliter la vie. Vous avez que à saisir c'est en détail comme le salaire brut mensuel par mois et la charge patronale, il a les formules, en fait, ça se calcule toute seule. Du coup, ça vous facilite vraiment de la vie. Nous vous conseillons aussi de présenter, de faire vos calculs dans ce tableau et présenter sur Synergie sont en ligne toutes les dépenses des personnels qui vous présentez pour la remontée des dépenses, c'est-à-dire une ligne de dépenses remontées pour un intervenant sur l'ensemble de la période de l'année. Par exemple, si vous avez un intervenant qui a travaillé pour l'année 2022 6 mois, vous allez présenter les 6 mois dans le tableau et vous allez faire qu'une ligne sur Synergie CTO.
On va passer au slide. Merci, merci Capucine. Oui, et du coup, en ce qui concerne ce tableau, il faut aussi bien regarder votre convention parce que là-bas, vous allez trouver si vous devrez prendre le tableau avec le plafonnement à 60 000 ou pas. Mais il faut bien regarder votre convention. Si vous avez un petit doute, je vous invite à contacter votre instructrice qui est en charge de suivi de projet. Petit point aussi sur les primes, parce qu'on a été pas mal contacté sur ce point-là. Pour que les primes soient éligibles dans le cadre de programme Integ, il faut ils sont bien prévus dans la convention collective, les accords collectifs, les usages d'entreprise ou les contrats de travail. C'est-à-dire, vous devez démontrer le caractère usuel de la prime. Toutes primes qui ont un caractère exceptionnel, elles ne sont pas éligibles. Donc, il ne faudra pas les prendre en compte dans votre remontée des dépenses. Et un petit rappel aussi, dans le cadre du programme Interreg, on applique le volume horaire légal des 1607 heures. Donc, vous devez bien saisir dans votre tableau les 1607 heures. On peut prendre moins des 1607 heures dans le cas où vous pouvez nous fournir un justificatif probant pour prouver que vous travaillez, par exemple, 1563 heures par mois. Voilà. On va passer à slide suivant. En ce qui concerne les frais du bureau et administratifs, on vous conseille de ne pas oublier les inclure dans votre remontée de dépenses parce que c'est le seul. Du coup, vous n'avez plus la chance de vous rattraper lors de la remontée précédente. On a eu pas mal de cas de porteurs qui oubliaient la saisir sur Synergie CTO. Le forfait des 15% des dépenses des personnels s'applique plus les frais des bureaux administratifs ou les contributions en nature. En fait, pour calculer les frais de bureau, il faut pas prendre en compte les contributions en nature si vous avez dans votre projet. Petit rappel, les petits consommables, les fournitures des bureaux, les frais de poste, les vignettes suisses sont pas éligibles comme dépenses. Elles doivent être incluses dans le forfait des 15%. Du coup, il ne faudra pas les représenter parce que ça risque d'être écarté au moment de vérification de vos dépenses. Et également, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de justificatif à fournir pour ce poste de dépense. On va passer au poste de dépenses suivant, c'est aux frais de déplacement et d'hébergement. Il est important que vous vous rappelez au moment de saisir de chaque dépense que pour chaque déplacement, il faut démontrer le lien avec l'opération et en plus, il faut prouver la réalisation effective du déplacement, c'est-à-dire il faut nous fournir des justificatifs comme les feuilles d'émarchement, des photos, des comptes rendus s'il y a un déplacement qui s'est fait en dehors de la structure, c'est une attestation de présence qui devrait être fournie également. Les frais de déplacement doivent être rattachés à des frais de personnel prévus dans la convention, c'est-à-dire s'il y a des personnes qui ne sont pas conventionnées, vous ne pouvez pas les présenter dans vos frais de déplacement. Également, si vous avez des personnels externes à la structure, il faut bien les mettre dans la catégorie des frais liés au recours des compétences et des services extérieurs et pas des frais de déplacement parce que c'est pour ce poste de dépense, les frais de déplacement, on va prendre en compte que les frais de personnel interne de la structure. On va passer au slide suivant. Petit rappel, conformément à notre procédure, les véhicules de service, la vignette suisse et les dépenses des spiritueux ne sont pas éligibles dans le forfait dans le poste de dépenses des frais de déplacement et d'hébergement. Donc, il faudra bien faire attention de ne pas les faire remonter parce qu'ils vont être écartés. Également, il faut bien retenir, on a parlé tout à l'heure, mais il faut bien, quand vous fournissez les justificatifs, vous remontez votre dépense des frais de déplacement, de bien prendre en compte les hors taxes et toutes taxes conformément à votre statut TVA. Et comme indiqué pour les dépenses des personnels, il faut bien faire référence au état récapitulatif, le tableau que on vous a montré tout à l'heure. En fait, on vous conseille, pareillement pour gagner un peu de temps et saisir sur Synergie qu'on dépense par période et par mois et par salarié. C'est-à-dire, vous remplissez dans le tableau les déplacements que le personnel a eu pendant la durée de la remontée des dépenses et vous saisissez qu'on dépense sur Synergie CTO. Ça vous permettra de faire qu'on saisir sur cette Synergie CTO et de ne pas faire le même manipulation plusieurs fois. Donc, pour rappel, les déplacements hors zone, en fait, elles sont éligibles si vous demandez le accord
un amont au secrétariat conjoint, c'est-à-dire il faut demander à votre instructrice qui est en charge du suivi de votre projet si elle est d'accord ou si, conformément à votre budget, vous pouvez faire ce déplacement en dehors de zone de coopération. Et on va finir avec les dernières postes de dépenses. On les a regroupées. C'est les frais liés au recours des compétences et à des services extérieurs et frais d'équipement. Il est bien important de faire attention que vous pouvez bien démontrer le lien avec l'opération. Ça ne suffit pas que la dépense soit conventionnée, mais vous devez également montrer qu'il y a un lien direct avec l'opération par le nom du projet sur la facture ou les bons de commande où il est bien indiqué le code analytique du projet. Également, pour les dépenses qui sont en dessus du seuil du marché, il faut bien se rappeler qu'il faut remplir la note achat faible montant que vous allez trouver sur notre site dans laquelle vous devez faire bien un argumentaire qui prouve que vous avez respecté les principes de la commande publique. Pareil, il faut produire un argumentaire qui répond au point suivant, donc comment justifier d'avoir choisi une offre répondant de manière pertinente aux besoins et la bonne utilisation des dernières publiques, comment justifier de ne pas contacter systématiquement avec le même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre aux besoins et comment justifier la traçabilité des achats, c'est-à-dire lors du moment du contrôle, de l'analyse, des devis, des échanges, des copies d'écran pourront vous être demandés afin que vous prouvez que la dépense a été mise en concurrence. Petit focus sur les marchés publics, il faut bien regarder le mémo commande publique et avoir sur la main toutes les pièces complémentaires, tous les pièces justificatives du marché parce que ces dernières seront demandées au moment de l'analyse et de contrôle. Dans le mémo, vous allez bien trouver qu'il faut bien respecter les grands principes de la commande publique, c'est-à-dire la liberté d'accéder à la commande publique, l'égalité des traitements des candidats, la transparence des procédures. Vous avez, comme a dit ma collègue, vous allez recevoir les slides. Du coup, ça vous donne directement le lien vers la mémo commande publique. Également, il ne faut pas oublier, si vous avez dépassé des avenants à vos marchés, il faut bien nous fournir ces avenants pour qu'on puisse faire une analyse complémentaire au marché. Et petit focus sur les frais d'équipement, plus précisément sur les frais amortis. Il ne faut pas oublier de nous fournir aussi le tableau d'amortissement pour bien prouver que le projet a été utilisé, pas que sur le projet, et pour voir la durée d'utilisation du équipement sur la durée du projet. Et on passe aux dernières slides. Il ne faut pas oublier que des contrôles pourront être effectués. Du coup, vous devez bien garder toutes les pièces relatives à votre projet jusqu'à 31 décembre 2027. Et du coup, je passe à ma collègue Marie-Lou pour les dernières slides. On fait les questions? Oui, on finit les slides, on fait les questions après. Pareil. Oui, donc comme on vous a indiqué précédemment, hein, voilà, là vous avez les liens vers tous les documents ressources qui pourront vous être utiles pour donc faire votre remontée de solde. Donc voilà, le guide pour vous accompagner sur Synergie, hein, qui vous explique bien comment rentrer chaque dépense, comment compléter votre rapport d'avancement. Le guide du porteur, pareil, qui contient des éléments qui pourront vous être utiles si vous vous posez des questions sur les priorités transversales, les indicateurs, les choses comme ça. Le guide des dépenses qui va recenser donc tous les justificatifs. Et puis le guide des obligations de communication, voilà, pareil, avec quelques indications, quelques rappels sur les obligations de communication. Voilà, pour les documents ressources. On va passer à la slide suivante. Et donc voilà, les contacts, si vous voulez voilà, nous contacter. Donc l'adresse générique Interreg, donc tout l'ensemble de l'équipe des instructrices a accès à cette adresse-là. Donc après, on redirige en fonction de l'instructrice en charge de votre projet. Et puis bon, j'imagine qu'à ce stade du projet, vous avez tous les contacts des instructrices qui suivent vos projets. Sinon, n'hésitez pas à demander. Voilà pour les contacts. Et puis oui, le rappel de l'adresse du site web aussi. Voilà, je pense qu'on va pouvoir prendre les questions sur cette troisième partie du coup. En tout cas, merci pour votre attention déjà.
Bonjour, Hélène Jouve du CNRS pour le projet Metalpat. J'ai plusieurs questions. Tout à l'heure, vous avez mentionné qu'il fallait fournir le code comptable. Qu'est-ce que vous entendez par le code comptable? Alors, si vous avez soit une comptabilité analytique qui a été mise en place pour le projet, soit vous avez un code comptable spécifique qui a trait au projet. C'est-à-dire, je ne sais pas, alors voilà, suivant la comptabilité, vous allez décider en interne d'un certain code que vous allez attribuer au projet. C'est donc ce code qu'on vous demande de nous présenter pour qu'on soit sûr que vous avez vraiment bien mis en place une comptabilité spécifique pour le projet. Ok, Si je peux compléter rapidement, c'est juste de manière à ce que vous puissiez pointer les opérations en lien avec le projet directement dans votre comptabilité, simplement en fait. Oui, ça va, ça c'est facile à voilà. justifier. Voilà. Voilà, en sachant que l'enliassement qu'on avait avant n'est plus accepté. Voilà, c'est juste pour ça qu'il faut un code spécifique. On ne peut pas dire, voilà, on met de côté toutes les factures et on les garde de côté, ça n'est plus valable. Voilà, c'est la raison pour laquelle il faut un code ou une comptabilité analytique spécifique. Ok, c'est pas un souci. Deuxième petite question, lors de la première remontée, on pensait que la prime IFSE n'était pas éligible, donc on ne l'a pas présentée. Est-ce que je peux présenter cette prime pour les agents de la première période en même temps que la justification finale? Oui, Madame Jouve, bonjour. Et oui, je vous ai répondu, je pense, à cette question par mail. Vous pouvez la représenter en bien indiquant dans le commentaire que si on oublie de la dernière remontée de dépenses pour qu'on puisse la prendre en compte. Donc, je reprends le tableau de la première période et j'y indique simplement les primes? Que les primes, vous calculez que les primes, oui. D'accord. Et enfin, vous proposez une déclaration par agent et par période, mais lorsqu'on dépose sur Synergie, on nous demande quand même d'affiner vraiment beaucoup au niveau des work packages. Mais si on fait un dépôt, on va dire en masse, comment justifier finalement ces work packages? Alors normalement, si vous voulez, on ne fait pas correspondre, dans les remontées de dépenses, on ne fait pas correspondre les frais de personnel au work package. Nous, on ne vous demande pas d'aller jusque-là. Alors en interne, ça peut être pour vous, mais dans les remontées de dépenses, on ne vous demande pas de faire correspondre chaque salaire par work package. Donc voilà. C'était aussi pour les missions en fait. Vous pouvez choisir par exemple work package où la personne a plus travaillé sur le projet et mentionner les autres dans le commentaire. Ça pourrait être une option pour vous. Ça va clairement faciliter les choses, oui. Oui, mais que voilà, de toute façon, vous avez un feu de temps qui vous permettra de lister bien les jours sur quel work package le salarié a travaillé. Donc ça ne sera pas un souci, mais il faudrait bien préciser quelque part dans un commentaire ça. D'accord, très bien, merci. On va prendre les questions dans l'ordre. Du coup, je crois que c'était Monsieur Caracedo après. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc du coup, j'avais deux questions. La première sur le code comptable ou la preuve en fait de comptabilité analytique. Vous attendez en fait qu'on les fournisse comment et quand? Si vous avez, alors à minima, nous donner le code dans le mail, et sinon, si vous avez un document qui puisse nous apporter la preuve de ce code, voilà, Okay. je sais pas. Donc en fait une voilà. extraction. Oui, éventuellement, voilà. Oui. En fait une extraction en fait Excel ou PDF convertie en PDF en fait du logiciel de comptabilité analytique de la structure en fait avec l'ensemble des dépenses, avec en face les codes comptables et l'ensemble des données liées aux dépenses. Une capture d'écran. Une capture d'écran aussi. Capture d'écran. Alors du coup, je vous garantis pas la capture d'écran parce que c'est-à-dire que là, on est à la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est dans une grosse structure et en fait, les extractions des logiciels comptables de ce type-là, en fait, il y a que 2 personnes qui sont en mesure de les faire. D'accord. Et généralement, en fait, ce que je fais, moi, c'est que je demande une extraction Excel où en fait, il y a toutes les données. D'accord. Notamment, en fait, ce qu'on appelle chez nous le code occurrence. D'accord. Très bien. Donc, on vous le fournira. La deuxième question, elle est liée en fait à l'attestation. Je ne sais plus exactement comment elle s'appelle. Elle est arrivée en cours de programmation. L'attestation en fait pour les commandes publiques en fait de faible montant.
Note d'achat de faible montant, oui. Exactement. En fait, elle est due quand exactement? Je vous donne un exemple. Nous, en fait, on a plusieurs types de procédures. On a les marchés, en fait, qui dépassent en fait les 40 000 € hors taxes et en fait, ils sont soumis en fait à publication. Donc, ceux-là, je pense qu'ils ne sont pas concernés. Ensuite, on a les marchés qui sont inférieurs à 40 000 €. Et du coup, on fait une mise en concurrence. Donc, en fait, on interroge plusieurs prestataires et ensuite, en fait, on instruit vraiment en fait les offres comme dans un cadre dans le cadre d'un marché classique. Dans ce cadre-là, est-ce qu'il faut fournir en fait cette attestation aussi, où elle est réservée, par exemple, à des commandes du genre j'ai réservé une salle de réunion pour un séminaire et en fait j'ai fait 3 devis. En fait, où se situe la limite? Eh ben, j'ai envie de vous dire, si vous avez tous les documents, si vous avez fait une procédure de mise en concurrence et que vous avez des documents qui prouvent cette procédure de mise en concurrence, vous nous les transmettez, hein, même si vous êtes en dessous des seuils. Par contre, si vous n'avez pas de procédure et si vous avez fait un achat de faible montant, justement, là, effectivement, vous complétez la note. Mais dès lors que vous avez des documents qui puissent prouver que vous avez fait une mise en concurrence, vous nous les transmettez, c'est mieux. Ok, donc en fait, lorsqu'en fait dans le cadre d'une procédure de marché, même en fait simplifiée, en fait, on n'a pas besoin de remplir cette attestation. Non. Merci beaucoup. Alors ensuite, Madame Corbin, je crois qu'il y avait une question. Je ne sais pas s'il y a toujours une question de Madame Corbin ou pas. Sinon, sinon ensuite il y avait Madame Godefroy. Oui, vous m'entendez pardon. là? Oui, ça y est, oui, allez-y. Ouais, du coup, le micro s'était recoupé. Donc, Sylvaine Corbin du projet Assist-BAT, le rapport d'avancement final doit être signé par les 2 représentants légaux de chaque pays. Or, le représentant légal de l'équipe suisse est parti à la retraite, donc ça sera son remplaçant qui va signer le rapport d'avancement final. Est-ce que ça vous pose un problème? Il nous faut une délégation de signature, du coup, juste un document. Voilà, Pas pour les Suisses. Oui. Ah oui, pour les Suisses, pardon. Les Suisses, autant pour moi. On n'a pas besoin. Effectivement, ça ne... Oui, non, en fait, non, pardon. C'est que pour les Français, par exemple, si le représentant légal français a changé, il nous faut la délibération, mais sinon pour les Suisses, non. C'est en partie qui ne nous concerne pas trop. D'accord, merci, parfait. Donc, Madame Godefroy, du coup. Oui, Oui, on ne vous entend pas. Il faut le micro est coupé. Il faudrait réactiver le micro. Oui, c'est bon. On ne vous entend pas du tout. On ne vous attend pas. Si vous avez un problème, vous pouvez nous faire votre question par chat, peut-être. Oui, le chat, ce sera une solution. Entre-temps, on va passer à la question suivante, peut-être. C'est Denis Legrand. Ah. Bonjour, voilà, le micro c'est bon, la caméra on n'a pas besoin. Oui, j'ai 2 questions. Alors d'une part, une petite remarque peut-être qui peut servir à tout le monde, c'est que dans le nouveau tableau Excel, quand quelqu'un arrive en cours de mois, et on est obligé de modifier la formule de calcul des heures totales travaillées, parce que sinon ça donne quelque chose qui n'est pas juste. Donc ça se situe dans la colonne F du tableau Excel. Quelqu'un qui arrive le 15 du mois, par exemple, il faut bien prendre en compte que 15 jours de travail et non pas 31 ou 30. Donc il faut modifier la formule de calcul. Voilà.
Donc je l'ai fait, j'espère que ça ne posera pas de problème parce que mais je vois pas comment on peut faire autrement, sinon c'est pas justifié. Oui, normalement le tableau est conçu par mois et pas par demi-mois, mais il faudra mettre juste une petite. Mais le cas échéant, vous pouvez contacter l'instructrice en charge pour que vous soyez sûr que c'est la bonne formule, si jamais. Ok. Et puis deuxième question, c'est comment on peut prendre en compte le fait que dans certaines entreprises, il y a un 13e mois qui est payé, mais qui n'est pas forcément payé tous les mois, et qui bien souvent est payé d'ailleurs au mois de décembre. Si le projet s'arrête, bah, comme là en 2023, avant le 30 juin 2023 forcément, et que de fait, le 13e mois ne sera payé qu'en décembre 2023. Sachant que pour ce qui concerne l'entreprise que je représente, on peut justifier que le 13e mois, il est dû de toute façon. Quand quelqu'un part en cours d'année, il est recalculé, il est calculé pendant le solde enfin, au moment du solde de tout compte. Et donc, il est bien dû par l'entreprise aux salariés, quelle que soit la durée de présence dans l'entreprise. Donc, comment on fait pour prendre en compte cette réalité du coût d'un salarié quand on va s'arrêter avant le mois de décembre de l'année civile? Alors, pour les primes, elles sont éligibles sur le mois sur lequel elles ont été versées. Donc, si la prime du 13e mois a été versée le mois de décembre et vous avez des dépenses que vous avez déclarées pour le mois de décembre, on pourra les prendre en compte. Malheureusement, on ne peut pas prendre en compte si vous n'avez pas des heures déclarées sur le mois de décembre. C'est conformément à nos procédures, il faut bien que la prime soit rattachée au mois duquel elle a été versée. Ok. Ouais, on va passer à la question suivante du coup. Monsieur Godillère. Oui, rebonjour. Alors, Rebonjour. des questions de novices, parce que tout ça me semble quand même relativement compliqué. On est 3 partenaires sur le projet Interreg, 2 Français, 1 Suisse. Sur le portail CTE, je ne vois pas le Suisse. Oui, donc les Suisses, alors si vous voulez, c'est un peu séparé, les remontées de dépenses. D'accord. Voilà, les Français font leur remontée de dépenses sur Synergie de notre côté, et les Suisses sont traités par le secrétariat conjoint suisse de leur côté. Ça n'a pas grand-chose à voir, les procédures ne sont pas les mêmes, donc vraiment, on ne s'occupe, nous, que des partenaires français, et vous ne remontez les dépenses que des partenaires français. Uniquement. On ne s'occupe pas à ce niveau-là, on ne s'occupe pas des remontées suisses. Un souci de moins. Oui. Possibilité de joindre des pièces jointes. Tout à l'heure, vous faisiez allusion à des PDF, des captures d'écran, un certain nombre de documents qui seraient quand même utiles, à mon sens, de pouvoir remonter. Est-ce que le portail le permet? Alors normalement, vous pouvez effectivement joindre vos justificatifs sur Synergie. Si toutefois il y a des justificatifs, alors je ne saurais pas, capture d'écran peut-être pas, vous pouvez toujours nous les transmettre à part. Si vous nous envoyez un mail en nous disant voilà, on vient de faire notre montée de dépenses, déjà vous allez nous envoyer vos AAD et votre rapport d'avancement final. En même temps, vous pouvez nous transmettre par exemple des livrables qui ne vont pas sur Synergie et tout autre document qui ne va pas sur Synergie et que vous voulez joindre en plus. Ça, c'est tout à fait possible. Et nous, on le transmettra à ce moment-là à Cap Europe, en même temps que les attestations, en même temps que le rapport d'avancement. On leur enverra les documents, en plus des documents qui sont sur Synergie. C'était en particulier fondu d'un rapport final relativement documenté, détaillé, et qui contenait des supports à la fois d'images et numériques, qui relataient de façon très directe l'opération. J'ai découvert récemment les rapports d'avancement et leur formalisme qui ne permettent pas justement de mettre en valeur tout ce travail-là. Oui. Donc, on pensait dans le rapport en particulier d'avancement faire des renvois vers ce document central. Mais voilà, on peut pas y rajouter des images ni des liens, c'est très statique. Alors, est-ce qu'on doit repasser par un rapport d'avancement ou ce qu'on a envoyé peut suffire? Alors, vous devez de toute façon
créer un rapport sur synergie. Ça, c'est obligatoire parce que ce rapport-là, vous allez, une fois qu'il est complété et que vous l'aurez validé, vous allez le sortir papier et vous allez le faire signer côté français et côté suisse. Donc, vous êtes obligé de remplir ce rapport d'avancement sur synergie. Par contre, si vous voulez, si vous avez un rapport, un autre rapport avec voilà, des documents annexes, vous pouvez nous les transmettre et nous, on les transmettra effectivement à Cap Europe pour la vérification des dépenses, pour la vérification du solde. Ça viendra en plus si vous voulez. Mais vous êtes quand même obligé de passer par le rapport d'avancement sur synergie et le formalisme du rapport d'avancement sur synergie. Ça, c'est obligatoire. OK. Et est-ce que dans ce rapport d'avancement, on peut faire un renvoi vers les documents qu'on envoie séparément, de façon à ne pas rééditer 10 fois la même chose et voilà, rester conforme? Est-ce qu'on peut faire un renvoi en disant « Veuillez vous référer à ce document page un tel ». Oui, je pense que c'est possible. Et puis nous, on transmettra donc justement les documents que vous nous transmettrez en plus, on les fera passer à Cap Europe. Oui. OK, merci pour ça. Il n'y a pas de souci. Est-ce que les documents sont stabilisés? Parce qu'effectivement, le rapport d'avancement, j'ai regardé ce matin, j'ai vu des nouvelles rubriques qui n'étaient pas présentes il y a 15 jours, il y a 3 semaines. Donc, je voudrais savoir si les documents sont stabilisés avant de les renseigner, parce que ça peut être extrêmement fastidieux. Alors, a priori, pour nous, c'était stabilisé. Oui, c'est ce que je précisais tout à l'heure. Je pense que le rapport final n'a pas les mêmes rubriques que les rapports intermédiaires. Il est plus détaillé, il y a plus de choses à compléter. Je pense que c'est pour ça que ce n'était pas exactement les mêmes questions. Alors, on n'a pas fait nous de remontée intermédiaire, donc je ne peux pas, le dire. Mais sur le rapport final, effectivement, il y a eu des variations de sommaires et de rubriques qui apparaissent. Donc, voilà, d'où la question. Parce que vous devez choisir soit rapport intermédiaire, soit rapport final. Oui. Hein, c'est un choix que vous devez faire vous au moment où vous voulez créer votre rapport. Donc, est-ce que, voilà, c'est peut-être, vous avez peut-être regardé un rapport intermédiaire? Non, parce que vous avez compris que vu mon âge, j'édite encore beaucoup de papier. Donc non, j'ai 2 versions des rapports finaux d'avancement qui n'ont pas le même rubricage, la même structure. Donc, et puis, non, mais là, en théorie, maintenant, c'est bon. C'est stabilisé. OK, super. Oui. Et puis, dernière question, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais les work packages, en tout cas, le temps passé par work package est bien. La remontée de dépenses des temps de personnel se fait bien par work package dans le portail. Non, il se fait par mois, en fait. Donc, ça se fait par mois et non par work package, justement, parce qu'après ça... Je suis rentré à nouveau sur le portail pour vérifier suite à l'intervention de quelqu'un du précédemment. Vous pouvez le rattacher à un on work doit bien package. associer des heures à un work package. Vous pouvez si vous voulez, le faire référence à un work package ou pour lequel le salarié aura un peu plus travaillé. Mais c'est vraiment une remontée par personne et par période, en fait, pas par mois, par période. On remonte par mois, pas par work page, parce qu'on a eu pas mal de porteurs qui nous ont remonté par work package et c'est pas pratique de vérifier. C'est vraiment plus pratique si vous remontez par mois, conformément au tableau. Par période. On a déjà tout remonté, mais au moment de la saisie, on nous demande d'affecter un work package. Vous affectez le principal, mais en fait, il faut pas vraiment, il faut pas faire une remontée, si vous voulez, vos heures, il faut pas que vous les déclariez par work package, parce qu'après c'est difficile à contrôler, quoi, pour nous. Et ouais, mais c'est trop tard. Mais je vous dis, à la saisie, en tout cas à l'époque, quand on remontait les heures, il fallait affecter un work package, ce qui était assez fastidieux, mais bon, voilà, ça a été fait comme ça. Ok. Merci. Alors, question suivante, c'est Monsieur Barioulet. Oui, bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. J'avais une question qui m'est remontée par le partenaire suisse sur le rapport final. Ils ont rencontré des difficultés d'enregistrement sur la partie livrable et sur la partie avancement financier. Je ne sais pas si c'est des soucis qu'ont rencontré d'autres partenaires ou si ça a déjà été détecté. Les textes ne sont pas enregistrés, en fait. Oui, on a raconté cette souci. Normalement, elle a été réglée. Attendez. Pardon? Oui, j'attends que ma collègue coupe le micro. Oui, cette souci, on l'a raconté déjà lors des autres rapports, mais le souci a été réglé normalement sur Synergie CTE. Donc, ça devrait aller. Il est en petite manipulation. En fait, il faut bien oublier d'enregistrer tout en bas.
tout le temps, il faut enregistrer en fait. Quand vous faites toutes Ouais, les ouais. saisies, même sur Synergie et sur le rapport, sur l'attestation, il faut bien enregistrer directement comme vous saisissez d'informations. Moi, de ce qu'on a fait le test ce matin encore, hein, ça marchait pas très bien, hein. Je vous Donc, invite à bon, faire un petit appel peut-être avec votre instructrice, comme ça on pourra regarder ensemble où est le problème ok, et vous dépanner ça marche, dans merci. votre problème. D'accord, ok, merci. Je vous en prie. Alors ensuite, Madame Alvin, vous avez une autre question? Oui, j'ai deux autres petites questions. Je vous remercie. Pour rebondir aux remarques de Monsieur Godillère, nous, dans notre cas, on a pas mal de marchés publics qui ont été passés puisque notre projet concerne essentiellement des travaux. Est-ce que toutes les pièces de marché doivent être intégrées à Synergie ou est-ce qu'on peut vous faire un envoi par mail? Non, non, vous pouvez nous transmettre par mail ou par WeTransfer ou parce qu'après, vous savez, dans le cadre du CSF, en fait, c'est Cap Europe qui va traiter votre demande, qui va traiter votre remontée de dépenses et qui va vous faire une demande de pièces complémentaires. Et généralement, il demande que vous envoyiez les pièces manquantes pour vérifier le marché, etc. Par un envoi WeTransfer, justement. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait Ok, les envoyer. c'est parfait parce que ça va beaucoup nous faciliter la tâche. J'imagine. Et après, j'ai une deuxième question concernant toujours le projet Tesla. Donc, la période d'éligibilité des dépenses est fixée du 2/11/2018 au 30/04/2023. Il était également indiqué que les factures relatives à l'opération doivent être émises et acquittées pendant cette période. Quand on dit acquitter, ça veut dire que la trésorerie publique a payé la facture. Oui, c'est ça. Elle doit être payée pendant cette période-là. Oui, ok. En fait, bien. dans la convention, vous avez, si le projet est fini, vous avez 4 mois de plus si jamais vous avez besoin d'acquitter les factures. Mais normalement, les factures doivent être réalisées pendant la durée de réalisation du projet, mais puissent être acquittées 4 mois plus tard. Selon les conventions, il faut regarder les dates dans la convention. Là, j'ai mon avenant 1 qui… En fait, comme il y a eu un avenant 1 sur notre convention, la période de réalisation de l'opération et la période d'éligibilité des dépenses, en fait, est la même. D'accord. Voilà. Oui, ça doit être une vieille convention, hein, ça n'a pas été spécifié. Voilà. Donc, on est d'accord que quand on dit acquitter, c'est la trésorerie. Oui. Et pendant la période indiquée dans la convention, c'est bien ça. Ok, très bien. Merci beaucoup. Du coup, juste avant de continuer les questions à l'oral, on va regarder. On a vu qu'il y avait pas mal de questions dans le chat. Peut-être regarder. Donc, je regardais, par exemple, Madame Godefroy, je regardais votre question. Je pense que le mieux, ce serait qu'on peut-être se rappelle ou que vous preniez contact avec l'instructrice en charge de votre projet pour l'accompagnement, pour remplir le tableau. Je pense que ce sera plus simple, j'imagine. Et puis ensuite, je vois que ma collègue a pas mal répondu déjà. Ok. Peut-être Monsieur Caracedo, je vois qu'il y a une autre question, que vous avez une autre question. Oui, vous m'entendez? Oui. Du coup, j'avais deux questions, mais c'est plutôt en fait des précisions. On est bien d'accord, on est toujours en fait dans les logiques en fait d'un. Alors, je parle pour deux projets en fait. L'un qui est RER Sud-Léman et l'autre en fait Pacte Grand Genève. La question se posait essentiellement pour Pacte Grand Genève, puisqu'en fait c'est celui sur lequel en fait on a été programmé très tard et les délais sont très restreints entre la fin de mise en œuvre et la fin de mise en œuvre, c'est fin avril, et donc il faut qu'on ait tout bouclé pour fin juin, donc on n'a quand même pas beaucoup de temps. Ma question, c'est, on est bien d'accord, mis à part les dépenses de services externes ou les dépenses de déplacement pour lesquelles en fait elles doivent être engagées et effectuées et facturées en termes de date avant la période de fin de mise en œuvre, mais qui peuvent être en fait par ailleurs acquittées et payées jusqu'à la fin du mois de juin. Pour les frais de personnel, on est d'accord, ne sont éligibles que les frais de personnel qui
qui ont été en fait engagés en fait avant la fin de la période de mise en œuvre, c'est-à-dire pour nous le 30 avril. Si j'ai bien compris cette question, pour les frais de personnel, c'est bien la date du fin du projet de mise en œuvre 30 avril. Pour les factures, c'est bien, vous avez le temps de 4 mois de plus pour les acquitter. Voilà, en l'occurrence, ce sera 2 mois. 2 mois, oui. Les dépenses doivent avoir été engagées avant le 30 avril, hein, de toute façon. Voilà, on est bien d'accord. Oui. Il faut qu'en fait, ça veut dire que les factures doivent être en fait éditées en fait avant la fin de la période de mise en œuvre. On est bien d'accord. Ma deuxième question, c'est pour le rapport final. Moi, j'ai pas encore fait mes demandes. On est toujours sur la même logique. Il faut que je fasse ma demande auprès en fait de l'instructrice qui suit en fait mes 2 projets, pour qu'en fait elle me crée mon rapport final sous Synergie. C'est ça? Il faut qu'elle vous crée, en fait, elle va vous ouvrir la période, mais après, c'est vous qui créez le rapport. Ouais. Okay. On ne vous ouvre que la période. Nous, on ne peut pas vous créer on peut pas vous créer un rapport. Hein, c'est pas possible. Je me suis mal exprimé, c'est bien ça. Oui, c'est la période. Vous demandez et on vous crée la période. Oui. Eh ben, je vais le faire. Merci. Il ne faut pas oublier qu'on est là pour vous aider, pour vous accompagner au milieu. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin d'aide pour tous vos questions, à saisir dans Synergie du rapport d'avancement ou le tableau récapitulatif de dépenses. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. N'hésitez pas si j'ai oublié une question dans le chat, enfin si on a oublié une question dans le chat ou si vous avez d'autres demandes, comme a dit ma collègue, voilà, on est à votre disposition, hein, par mail, par téléphone, voilà. N'hésitez pas. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on pourra clore cette séance. Juste pour vous dire, donc le replay sera disponible sur le site internet du programme, ainsi que les slides, bien sûr, hein, puisque vous avez vu, il y avait des liens actifs dans le PowerPoint. Donc, le but, bien sûr, c'est que vous puissiez y avoir accès. Donc, vous aurez tout ça en téléchargement sur notre site. N'hésitez pas à aller le voir régulièrement. Comme vous ont dit... comme vous a dit l'équipe, on met très régulièrement des choses à jour sur le site, donc c'est vraiment un bon moyen pour communiquer. Et puis l'équipe reste évidemment à votre entière disposition jusqu'à la fin de votre projet et pour les suivants, on l'espère. Merci à tous. Très bien, merci aussi à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.